Donc après la partie Stegano, on a la partie crypto. On récupère le cache history, enfin le bash history, et on voit ce qu'a fait la dernière personne. On nous laisse quand même quelques informations. Sinon, vous imaginez bien qu'on se casserait totalement les dents. Ok? Donc on voit une série d'opérations, ok, qui sont effectuées. Qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on voit que le mot de passe a probablement été caché avec une technique de stéganographie dans une image PNG. Ok, avec une technique qu'on appelle le least significant bit en fait, hein. L'image, elle a été chiffrée en symétrique via GPG. Le mot de passe a été utilisé dans un autre fichier et on a un couple de clés qui a été généré. Voilà, hein, clé publique, clé privée, en 4096 bits. Et on voit qu'il y a un des facteurs premiers du mobile qui a été sauvegardé via Prime. On voit qu'on a une, deux, trois, quatre, cinq, six permutations qui ont été faites via cell. Et enfin, le fichier contenant la clé GPG a été chiffré avec la clé publique. OK? Donc nous, à partir de ces informations, on a notre arbre. L'arbre, il a un, 2, 3, 4, 5 fruits. Hanging fruit, ok? Les fruits qui pendent, qui sont à notre portée de main. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça, en fait? Bah concrètement, première étape, on va devoir inverser les permutations pour récupérer les 2048 possibilités du facteur premier. Ok? Vu que c'est des primes. Ensuite, bah, il va falloir trouver le bon, récupérer le module, l'exposer via dans la clé publique qu'on a à disposition, clé publique, là, ok? Et bah, il va falloir trouver par division le second facteur. Donc on aura prime 1, prime 2, ok? Et il faudra générer à partir de ça la clé privée en fait, hein, et déchiffrer le mot de passe gpg.txt.enc, donc encrypted, ok? Et pour déchiffrer ce mot de passe, eh ben on va utiliser la clé privée RSA qu'on va générer. Ensuite, il faudra déchiffrer le fichier LSB, le RGB png.enc, ok, avec notre clé GPG obtenue. Donc, si je résume, il va falloir qu'on trouve les permutations. Pour trouver les permutations, on a une technique qui s'appelle la récursivité, en fait, hein. On voit qu'on a eu plein d'opérations SED-I. On a plusieurs permutations. Par exemple, A devient B, mais finalement, ça veut dire que tous les B étaient des A. Mais vous savez que c'est rarement le cas. Donc on va devoir faire du brute force. Et pour chaque B dans prime.txt, par exemple, on doit aussi également considérer qu'il ait pu être anciennement un A, si en effet on a bien effectué une permutation de A à B, ou non. Parce que peut-être que c'est pas le cas. Ensuite, on a K, le nombre d'apparitions de B dans prime. Pour chaque B, on a deux issues possibles, substituer en A ou le conserver. Et on a 6 substitutions différentes dans notre cas. Il faut calculer les apparitions de chaque B et en faire la somme. Et donc, dans notre cas, on a 11 substitutions potentielles et on a 2048 possibilités différentes pour prime A. Une fois qu'on aura prime A, on va récupérer prime 2, ok? Et avec ces deux noms, on va pouvoir recréer notre clé RSA privée, mais il nous faut également deux autres facteurs. On a besoin de notre exposant public, hein, public exponent en anglais, le fameux E, et il faut notre modulo, modulus en anglais, qui va être bah, pareil, dérivé de la clé publique. À partir de la clé publique, on va pouvoir dériver notre modulo, on va pouvoir dériver notre exposant public. Donc, si je regarde le chiffrement RSA, je vous passe toute la partie mathématique, parce que là, bah, sinon on en a pour des heures. Je vous mettrai toutes les ressources dans vidéo. Mais voyons un petit peu, très succinctement, qu'est-ce qui se passe. Ok, le système RSA, c'est quoi? Eh ben, c'est une clé privée. Je vous disais, retenez bien ça. On a N et D. Et on a une clé publique N et E. Donc, moi, j'ai pas la clé privée. Je veux trouver N et D. Par contre, j'ai la clé publique. J'ai N et E. Donc, chiffrement, déchiffrement. Donc, nous, qu'est-ce qu'on va faire?
on va faire l'opération inverse, concrètement. OK? Donc le système RSA, il est dit à clé publique, hein, si ça signifie pardon que ni l'algorithme de calcul ni la clé de codage sont cachés. Et la connaissance de la clé publique d'Alice permet à tous ses interlocuteurs potentiels, Bernard, Gustave, Gédéon, Prosper, Léopold, de crypter les messages qu'il lui destine. Mais seule Alice peut décrypter les messages qu'elle reçoit, grâce à sa clé de décodage privée qu'elle cache soigneusement. Vous savez que les clés publiques, on les publie, on peut les partager. Les clés privées, on se les garde. La clé privée permet, nous, de déchiffrer ce qu'on a besoin de notre côté et elle assure qu'on est bien Alice et qu'on n'est pas Gédéon, Gustave, Bernard, Prosper ou Léopold. Donc je vous laisserai lire tout ça, c'est vraiment important. Bah, après il y a toute la partie matheuse, mais dites-vous que le RSA c'est basé sur les nombres premiers, c'est basé à la fois sur ça et on a le théorème d'Euclide, ok? Le théorème d'Euclide c'est la division. Pourquoi? Parce que bah, la division. Parce que c'est quoi un nombre premier? Un nombre premier, c'est un nombre qui peut être divisé uniquement par deux diviseurs distincts, un et lui-même. Donc, un nombre en premier est un entier naturel défini par deux diviseurs, un et lui-même. En fait, il existe une infinité de nombres de ce type, et leur répartition ne semble régie en termes mathématiques par aucune règle. Elle paraît très irrégulière. Ces nombres sont particulièrement importants en arithmétique, et vous savez ou pas, mais il y a une branche, les mathématiques, qui traite uniquement des nombres entiers. Ok? Et bah nous, en termes de nouvelles technologies, qu'est-ce que nous permettent les nombres entiers? Eh ben, ils nous permettent justement de faire de la cryptographie, ok? Pour coder les informations. Et vous le savez, avec le développement d'Internet, eh ben, le besoin de transmettre des informations confidentielles de façon sécurisée, par exemple, je sais pas, des numéros de carte bleue, eh ben, est devenu primordial. C'est là, notamment, que l'algorithme RSA, c'est un algorithme de cryptographie qui est basé sur une propriété simple de quoi? Eh ben, des nombres entiers. Ok? Donc je vais passer toute la partie mathématique parce qu'il y aurait trop à faire. Et moi je suis pas quelqu'un d'intelligent, donc c'est au-delà de mes capacités intellectuelles. Mais je vais vous parler quand même, vous rappeler un peu les principes de la cryptologie, pourquoi on appelle cet algorithme RSA. Donc revenons à la crypto. Ok, ça fera un bon cours. Je vous ai déjà fait plein de vidéos, enfin plein de vidéos, quelques vidéos en intro. On va revoir. Ok. Donc pour rappel, la cryptologie, c'est la science du secret. Ça englobe à la fois la cryptographie, le codage secret d'un message, et la cryptanalyse, qui est quoi? Bah là, c'est le décodage d'un message codé. La cryptologie, elle, c'est une technique très ancienne. Vous avez parlé de l'algorithme de chiffrement de César par décalage, chiffrement qu'on appelle par substitution, qui consiste à décaler une valeur constante des lettres dans l'ordre alphabétique. Mais la cryptologie, c'est aussi une science qui se renouvelle. En fait, depuis les années 70, j'ai même envie de vous dire, c'est devenu un thème de recherche scientifique académique. Donc, quels sont les principes de la cryptographie? En gros, on va chercher à définir une transformation de symbole d'un langage. Ok, vous savez qu'une langue, ce sont quoi? Ce sont des lettres qui forment des mots. Mais pour que ça soit difficilement inversable. Ok, de quelle sorte, pardon, que bah, trouver le mot original à partir du mot codé, ça devienne vraiment une opération difficile à effectuer. On a deux grandes familles d'algorithmes en cryptographie, je vous l'avais déjà expliqué. On a les algos symétriques, qu'on nomme à clé secrète, ok? Et à l'inverse, on a les algorithmes asymétriques, avec clé publique. Qui dit clé publique dit aussi clé privée. C'est pour ça qu'on parle d'asymétrie. Donc, la clé, en fait, en cryptographie asymétrique, c'est l'information qui permet de coder. Oui, vous savez qu'on parle pas de code, on parle pas de cryptage. En bon français, en bon mathématicien, on parle de chiffrement. On va chiffrer et décoder un message. Ok? Euh, Grâce à une clé, en fait. Faut trouver la clé et on peut déchiffrer. Si jamais vous décryptez, alors c'est vrai en français, mais décrypter, c'est faire l'opération de force brute qui va permettre de casser l'algorithme de chiffrement sans avoir la clé. Et vous savez que on a plutôt intérêt à essayer de retrouver la clé que s'attaquer directement à l'algo. À moins de l'affaiblir, ça va être très compliqué.
Et donc, on a plein d'attaques que je vous citerai, notamment pour affaiblir le chiffrement RSA. Ok? Et la plupart de ces attaques, d'ailleurs, portent le nom des mathématiciens qui ont réussi à affaiblir le chiffrement RSA. Tout chiffrement peut être affaibli. Certains plus que d'autres. Certains ont beaucoup plus de vecteurs d'attaque que d'autres. Donc là, si on en revient à ce qu'on disait avec notre ami César, ok, ou le rho de 13, qui est un décalage de 13 lettres, et si on fait ce fameux chiffrement par substitution, qu'est-ce qu'on a? Bah, chaque lettre est remplacée par la énième lettre dans l'ordre alphabétique, avec une convention de bouclage, c'est-à-dire que, imaginons, bah, la lettre Z va devenir A va devenir B, etc., etc. Et donc, on sait que c'est facilement décodable, ok? Et la machine Enigma, en fait, utilisée par les Allemands durant la Seconde Guerre mondiale, était également aussi basée sur un chiffrement par substitution, mais avec un mécanisme de rotor beaucoup plus sophistiqué et beaucoup plus complexe. Ok? Donc là, on a toute la partie matheuse, hein, euh, mais je vais vous parler un peu de RSA. Pourquoi RSA? Parce que Shamir, Rivest et Adelman, les trois mathématiciens qui ont trouvé par erreur ce chiffrement. Ok? Donc le système de cryptage RSA, ça a été inventé en 77 par ces trois mathématiciens et ils avaient décidé en fait de travailler ensemble pour établir un nouveau système de codage révolutionnaire qu'on appelle système à clé publique. Donc vous voyez que on est en plein dedans. Aujourd'hui, c'est utilisé mais au quotidien. Donc Diffie-Hellman venait d'inventer ce qui était une impossibilité logique. Autrement dit, que tout système de cryptage de cette nature devait présenter certaines failles. Le problème, c'est qu'ils ne réussirent pas dans leur projet, mais au contraire, ils découvrirent un nouveau système à clé publique qui supplanta, pardon, je vais y arriver, rapidement celui de Diffie et Hellman. En effet, avant, on utilisait tout le temps pareil, encore une fois, deux autres mathématiciens qui avaient trouvé un système de chiffrement. Le problème, c'est que le Diffie-Hellman, c'est très facile à casser. Ok? Alors, ça l'était moins dans les années 50, 60, 70, mais avec la loi de Moore et les ordinateurs devenant plus puissants, malheureusement, eh ben, on pouvait créer des collisions, on pouvait affaiblir le Diffie-Hellman. Donc, la dissymétrie fondamentale qui sous-tend le protocole, en fait, c'est qu'il est immédiatement facile de multiplier deux nombres premiers, ok, avec un grand nombre de chiffres. Ça, c'est extrêmement facile. Et c'est tout le principe du RSA, c'est que je peux faire l'opération de chiffrement dans un sens, c'est extrêmement facile. Dans l'autre, intervertir et revenir en arrière, eh ben, ça devient extrêmement difficile. Donc c'est cette philosophie qui, qui, qui est, enfin, qui vraiment qui régit le RSA. C'est qu'il est extrêmement difficile de déterminer les facteurs premiers d'un grand nombre donné. Donc, si on s'en prend naïvement, il faut diviser ce nombre par beaucoup de nombres plus petits, ok, et déterminer le reste. Donc, si celui-ci est nul, on a déterminé ce qu'on appelle un diviseur. Et les mathématiciens ont mis au point des moyens plus rapides que les divisions successives. Mais le nombre d'opérations effectuées reste considérable pour des nombres de taille importante. Ainsi, il est actuellement impossible de factoriser des nombres de plus de 300 chiffres, même avec les ordinateurs les plus rapides et les algorithmes les plus performants. Donc, on va jouer avec des lettres et là, c'est le principe comment Alice va signer, ok? Signer, chiffrer. On a une première phase, c'est la signature électronique. Alice signe son message en l'encodant avec sa propre clé privée, qu'on va appeler DA, ok? Ensuite, Alice rend le message signé, DA de X, incompréhensible à toute personne différente de Bob en l'encodant avec la clé publique de ce dernier. Elle a la clé de Bob, la clé de Bob, ça sera EB. Donc rappelez-vous, je vous ai dit au tout début, retenez ça. Ça, c'est vraiment important, parce que c'est là-dessus que je vais faire mon exposé. Le RSA, c'est quoi? C'est une clé privée, c'est une clé publique. NDNE. Ok? Retenez bien ça. C'est important. Donc ensuite, on a un canal de communication, puisque pour communiquer entre Alice et Bob, il nous faut ce canal de communication. Alors il peut être encapsulé,
Dans ce cas-là, ça sera une communication chiffrée, ok? Mais il peut être en clair. Pourquoi il peut être en clair? Parce que, eh ben, il y a déjà eu le message qui est chiffré. Donc l'avantage du chiffrement, ok, c'est que, bah, à la limite, j'ai pas besoin d'avoir un canal de communication qui est chiffré, puisque s'il est intercepté par un curieux, il pourra pas l'exploiter. Pourquoi? Parce qu'il nous faut les deux clés pour pouvoir, ok, traduire, retranscrire les opérations mathématiques qui ont permis le cryptage, le chiffrement. Bob reçoit le message, ok, qu'il était intercepté ou pas, on s'en fout. Mais Bob, lui, va décrypter, en fait, hein, en appliquant sa propre clé privée. On avait vu que là, c'était EB, et ben là, c'est DB, ok? Là, c'est la clé privée de Bob. C'est plus la clé publique. La clé publique de Bob, c'est EB. Là, c'est DB. Ensuite, on a l'authentification, une nouvelle fois, d'accord? Authentification, chiffrement, déchiffrement, authentification, et Bob vérifie la signature de Alice en appliquant la clé publique de Alice, E2A. Comme ça, Bob sait que c'est bien Alice qui lui a envoyé le message, c'est pas le KGB. Ok? Donc, ça peut être intéressant. Et après, on a toutes les formules mathématiques. Et Bob, eh ben, lui est content. Grâce à EB et DB, il sait que Alice lui a envoyé un message qui est bien chiffré, que c'est bien Alice grâce à EA et DA. Ok? Donc, faisons très simple. Si on intercepte, voilà ce qu'on va trouver. C'est pas très important. Parce que nous, ce qu'on veut, quand on intercepte une communication, surtout les services de renseignement, eh ben, c'est d'avoir le message en clair, ok? On veut pas le ciphertext, ok? Le message chiffré, on veut le plain text, on veut le message clair, ok? Donc le RSA, c'est utilisé partout, 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 ok? On a des clés de 1024 bits, on a des clés de 2048 bits. Là, le problème, c'est que c'est du 4096 bits, donc ça va être très, très costaud à rétro-ingénierie. Mais c'est pas impossible dans notre exemple. Pourquoi? Parce que la DGSE a été très gentille avec nous. On a déjà, ok, la recette magique qui a été utilisée. Donc là, l'exercice, c'est juste pas de, parce qu'en principe, en rétro-ingénierie, on devrait déjà deviner ce qu'a fait la personne. Là, on nous dit, bah voilà ce qu'elle a fait. Maintenant, fais tout l'inverse. Et tu auras le message en clair. Ok? Et tu pourras déchiffrer les ressources qu'on a extrait, qu'on a exfiltrées de notre archive, qui étaient elles-mêmes encapsulées en stegano dans l'image, et image qui était elle-même cachée dans le PDF au début du cours. Ok? Donc, comment on peut faire ça? Eh ben, il va falloir, là, ce qu'on a vu quand je vous parle d'Alice de Bob, en fait, clé publique, clé privée, dites-vous qu'il faut, le principe du RSA, c'est créer ce qu'on appelle un coffre à deux serrures. Bien sûr, c'est un coffre à deux serrures virtuel. Ok? Et pourquoi je vous dis ça? Bah, c'est comme si on avait un coffre. Et bah, Alice va utiliser sa clé privée, Bob peut utiliser également sa clé privée, et on peut se servir aussi des clés publiques, ok? Donc, bah, il nous faut deux serrures, et bah, ces deux serrures, elles vont chacune avoir leur propre utilité, comme je viens de vous l'expliquer. Donc, il faut comprendre ce mécanisme, en fait, de ce qu'on appelle coffre à deux serrures, ok? Il y a une serrure pour la clé publique, et il y a une serrure pour la clé privée. Et il y a deux clés publiques, et il y a deux clés privées. Pourquoi? Parce qu'on a deux acteurs qui communiquent avec un canal de communication. Alice et Bob. Alice a deux clés, Bob a deux clés. Alice a une clé privée, Alice a une clé publique. Bob a une clé privée, Bob a une clé publique. Donc là, je pense que c'est clair à ce niveau-là. Donc, la partie matheuse, je vous laisserai regarder, mais on a le théorème de Bézout, en fait, hein. Et c'est le plus important, en fait, c'est ça qu'il nous dit, c'est qu'il assure deux nombres entiers relatifs, l'un positif, l'autre négatif, m et n, et on dit que m multiplié par p plus n multiplié par q est égal à 1. Et ben c'est exactement ça qu'on va retenir, en fait. Et c'est ça, c'est sur cette équation qu'on va bosser, et il va falloir le trouver. Grosso modo, revenons. Ok? Soit P et Q, deux entiers premiers. Posons n est égal à P fois Q. Soit E, un entier premier, P moins 1 multiplié par Q moins 1. Alors il existe un entier, D, qui est supérieur à 0. Et des entiers M, tels que E multiplié par D plus M,
plus notre fameuse équation P-1 plus Q-1. Tout ça doit être égal à 1. Eh ben, ça tombe bien parce que, eh ben, on a certaines de ces réponses. OK? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ça, ça va nous permettre de dériver quoi? La clé privée RSA, qui va nous permettre quoi? De déchiffrer tout ça. Et comment je la dérive? Ben, je la dérive à partir de la clé publique. La clé publique va me donner déjà certaines réponses dans notre équation. Et il va falloir qu'on fasse des opérations. Hein. On a vu qu'on avait ces permutations au niveau de SED, et on avait une, deux, trois, quatre, cinq, six opérations au niveau des nombres premiers. Donc, il va falloir qu'on comprenne comment faire tout à l'envers, en fait. Tout à l'envers et pouvoir extrapoler notre clé. Et le but, le Saint Graal, c'est quoi? Eh ben, c'est d'abord de récupérer le mot de passe GPG. Et une fois qu'on a le mot de passe GPG, enfin, on le déchiffrera avec l'OpenSSL. Et une fois qu'on a le mot de passe GPG, on va pouvoir le déchiffrer avec GPG. OK? Donc, il y aura plusieurs étapes. Là, le but, ça va être il va falloir creuser et qu'on développe un script en fait. Hein. Il va falloir coder en Python un programme qui va quoi? Qui va récupérer euh, la matrice. La matrice, elle est où? On l'a vu. C'est le prime text, ok? Et le prime text, heureusement, sans ça, ça serait impossible d'affaiblir le chiffrement RSA. Heureusement, il nous aide, ok? On a prime.txt. Tu veux pas? Non? Tu veux essayer de m'emmerder? Ah, je suis pas dedans, excusez-moi. Voilà, ok? Donc à partir de ça, le fameux prime 66, il va falloir qu'on extrapole, ok? Donc il va falloir qu'on fasse des opérations de remplacement. On va effectuer séquentiellement 6 permutations dans le sens inverse. On va lui donner 7 matrices de nombres premiers et on va lui demander de calculer deux choses. Notre prime 1, notre prime 2, l'exposant public, ok, et le modulo. Qu'est-ce que je peux faire avec ça? Vous allez me dire. En fait, le modulo, c'est le n, ok? L'exposant public, c'est le e, ok? Et une fois qu'on a trouvé p et qu'on le divise par n, on a une équation qui est égale à q est égale à n divisé par p, ok? Grâce à ça, on peut calculer les paramètres de la clé privée, en fait. On va les sauvegarder au format PEM ou .key, ce que vous voulez. Et grâce à ça, on va déchiffrer les fichiers en utilisant la clé privée qu'on a générée. OK? Ou on pourrait déchiffrer en utilisant la formule RSA. Et comment ça fonctionne? Très souvent, on va d'abord calculer le phi de n. Donc, pareil, je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà séquentiellement ce qu'on va faire au niveau du programme. Ok, ça c'est la première étape. Ensuite, il nous faut calculer l'exposant privé, ok, parce que c'est ça qu'il nous faut. Et ensuite, il faudra déchiffrer les données, ok. Les données, ça sera quoi? Ça sera C. Et il va falloir qu'on fasse une nouvelle opération mathématique et qu'on lui dise D de mode modulo de n, ok? Et retirer le padding, ok? Parce que naturellement, il y a des données qui nous intéressent pas. Qu'est-ce qu'on veut extraire de tout ça? Une clé de chiffrement, ok? Donc, il va falloir coder tout ça et trouver, entre guillemets, notre solution. Donc, je résume. Le LSB, RGB, PNG, il est chiffré via une clé symétrique. Ok, la clé elle est sauvegardée dans le fichier mot de passe gpg.txt. On sait que c'est une clé RSA 4096 et on a deux clés priv.key, private key, public key qui est public.key. Donc il va falloir qu'on trouve le prime, ok, de la clé privée, le sauvegarder dans un fichier
et après faire les permutations, ok? Parce qu'on sait qu'il y a certains bits, certains octets qui ont été modifiés. On a vu plus en haut toutes les permutations qui ont été effectuées. Il va falloir qu'on permute à l'inverse. Et à partir de la clé publique, une fois qu'on aura fait tout ça, on va pouvoir dériver notre clé privée qui va nous permettre de d'ouvrir le fichier chiffré, encrypted, ok? Donc il va falloir qu'on fasse tout ça. On va attaquer le chiffrement RSA. On va factoriser le fameux modulo N, puisque vous avez vu que les opérations, il y a beaucoup d'opérations hein, qui se passent sur le mode. On va faire mode phi N et mode N. Donc il va falloir qu'on calcule ça. Et à partir de là, bah, on sera capable. Il va falloir extraire en fait euh, bah, quatre inconnus, hein. Il faut qu'on trouve le N, il va falloir qu'on trouve le E, il va falloir qu'on trouve le A et qu'on trouve le Q. Et à partir de là, on pourra dériver une clé privée. Je fais très simple, hein. C'est bien plus compliqué que ça, vous vous en doutez. Donc, le premier truc qu'on va faire, c'est un programme déjà fait qui s'appelle... Donc, on va utiliser RSA CTF Tool. Je vous parle un peu de RSA CTF Tool, en fait, quand même, avant. En gros, ça permet d'attaquer par tous les vecteurs d'attaque qu'on connaît mathématiquement l'algo RSA. Ok? Ça permet, si vous voulez, de d'utiliser des techniques d'attaque, ce qu'on appelle par affaiblissement, pour bah, trouver une faille hein, au niveau du RSA. Et on a différents types d'attaques. Je vous citerai les plus connus. On a la factorisation, la clé de factorisation publique faible. On a l'attaque de Wiener, hein, d'Hallstatt. On a les facteurs communs entre le texte en clair et l'attaque par modulo. On a la factorisation de Fermat qu'on appelle. On a les noms premiers, la méthode des noms premiers gimmicky. On peut utiliser aussi des méthodes d'attaque dans d'autres CTF qu'on a pu voir auparavant. Euh, on a les common factor attack, ok, on a le self-initializing quadratic sieve qu'on appelle le SIX, ok, je vais pas rentrer dans les détails. On a toutes ces attaques, bah, la plus connue, l'attaque de la courbe elliptique, ok. La NSA passe son temps à faire ça. On a du Bonnet-Durfee méthode, on a du Polar, on a du Mersenne, on a du Londal. Tout ça, ce sont le nom des mathématiciens, du Kishang, du Polar, du Wolfram. Donc encore une fois, plein de mathématiciens, pardon, brillants. Donc il y a, je dirais, une trentaine d'attaques, hein, si on s'intéresse au RSA, et bah, certaines vont fonctionner, d'autres pas. Mais nous, pour notre exercice, on va avoir la récursivité. Je vous ai dit, on va se servir des permutations, on va charger notre clé publique, ok? Je vais déclarer une variable. Je vais me servir en fait de tous les modules et de la librairie Python. Ok, on a un module qui s'appelle Cryptodome. On a des librairies RSA, Public Key, ok, qui vont me permettre de faire toutes ces opérations. Donc moi, dans le programme, je vais charger ma clé et je vais lui demander de faire des opérations. On a vu qu'on a besoin de notre modulo. Le modulo, on va l'appeler n, ok, et on va le dériver de la public key. Je vais lui demander quoi? Je vais lui demander aussi mon exposant, le fameux E, que je dois trouver. Et ça, c'est pareil, je le dérive également de la clé publique. Il faut que je me serve de quoi? Bah, de ma matrice. On a vu la matrice de prime, elle est là. Je vais lui donner tout ça en entrée dans un fichier. OK? Et je vais faire quoi? Bah, je vais refaire les permutations. On a vu qu'on a 6 permutations. Eh ben, il faut que je teste toutes les possibilités pour trouver le bon résultat. Et une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que je vais faire? Bah, je vais mettre en forme naturellement avec, bah, comment dire? Je vais faire un tableau, je vais faire une liste, hein, ok? Et ensuite, bah, on aura des opérations avec bah, des expressions régulières pour reformater tout ça. Je vais utiliser sed et je vais faire une boucle, ok? Une boucle itérative en fait pour faire l'opération jusqu'à qu'on trouve quoi? Il me faudra trouver le modulo, ok? Trouver l'exposant de la clé publique et mon prime 1 et mon prime 2. Avec ça, je vais quoi? Je vais générer la clé privée.
Donc, le programme, ok? Donc c'est exactement ce que je vous disais. On importe les librairies, ok? On va manipuler du RSA et une clé publique. Donc bah on fait nos appels, on fait nos déclarations, hein, on déclare le modulo, l'exposant public, ok? N, on va lui donner le prime 1, ok? Qu'on a vu qui est présent dans notre prime.txt, ok? Et à partir de là, on va dériver. On va trouver, on va faire les opérations de SED, ok? Puisque on nous a aidé dans l'exercice, on nous a dit, regarde ce qu'on a fait nous, essaye de faire les opérations inversées. Bah ouais, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, bah là, ça fait quoi? Bah ça fait exactement ça, ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite, bah il faut remplacer, on est d'accord? Puisqu'il y a eu des permutations, bah il faut que je remplace tout ça. Et pour faire cette opération, bah, je vais me servir d'un tableau. Ok? Je vais faire une liste et après je vais opérer, je vais faire du récursif, ok? Une boucle et je vais me servir de mon tableau pour pouvoir manipuler mes datasets, mes données, ok? Et ensuite, on va faire le replace via les sed et tout ça. On va placer tout ça dans deux variables, ok, temporaires. Et une fois que c'est fait, on va comparer via le module. Et à partir de là, on va extrapoler justement ce que j'ai besoin. Le modulus, le peuple exponent, le prime one et le prime two. Ok? Et ça, ce sera des chaînes de caractères. Ok? Donc tout ça, c'est le résultat escompté. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais le passer à la moulinette. Ok? Je fais un appel système et là, je vais utiliser mon autre script Python. C'est le RSA CTF tool. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre les résultats. Ok? Première chaîne de caractères, deuxième chaîne de caractères, troisième chaîne de caractères, quatrième chaîne de caractères. Et qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va faire les comparaisons et il va tester toutes les attaques, ok, qui sont présentes dans le RSA CTF tool. Il va essayer d'affaiblir et de dériver. Dériver quoi? Eh ben, à partir de ces valeurs, pouvoir comparer la clé publique, les valeurs qu'il aura trouvées, affaiblir et générer notre clé privée. Et à partir de là, une fois qu'on a les clés privées, eh ben, on est les rois du prêteur. Après, formatage et boucle et résultat. Ok? Donc, on attend deux résultats importants. Pour nous, ça va être le prime 1, le prime 2 et, je vous disais, l'exposant et le modulo. Donc, on va voir si ça passe. Ok? Donc, je vais l'appeler, euh, papy, euh, papy, il est là. Deux fois, ça servira à rien. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je lui dise? Bah, il va falloir que je passe les valeurs. Ok? Donc, les valeurs à la main, ça va faire quoi? Je vais le laisser tourner et après je vous montrerai. Il s'appelle comment? Si? Ouais, oui, excusez-moi, je suis fatigué. Je fais du Python, je suis pas content, pas content. Donc, beaucoup de problèmes de dépendance. Franchement, j'ai galéré pour installer toutes les dépendances, ça a été une plaie en soi. Euh, mais on récupère bien. J'ai mon modulo, j'ai mon exposant public, dérivé de la clé publique, le modulo dérivé de la clé publique, et je mets deux prime. Ok? Donc là, bah après, c'est du pain béni. Ok? Après, qu'est-ce que je peux faire? Bah en gros, qu'est-ce qu'a fait RSA Tool? RSA, CTF Tool, il a pris quoi? Il a pris N. N, c'est quoi? C'est mon modulo. Il a pris ça. Ok? Donc je vous le mets pas, hein. Je vais l'appeler X, vous avez bien compris. Ensuite, en paramètres, il a pris quoi? En P, pardon, excusez-moi. En P, il a pris le prime 1, ok? Qui est celui-ci. Ok? Donc celui-là, je l'appellerai Z. Ensuite, il a pris quoi? Eh ben, on a vu qu'il y avait quatre trucs qu'il nous faut. Il a pris Q, ok? C'est le second prime, ok? L'appeler, euh, non pas A.
J'ai dit quoi au début? J'ai dit le modulo. Z, W, ok. Et enfin, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous faut notre exposant public, ok. Donc ça, en termes de syntaxe, hein, si vous devez utiliser le script, c'est E, ok. On va l'appeler E aussi, d'accord. Et qu'est-ce qu'on lui demande de dériver? Eh ben, une clé privée à partir de ces quatre valeurs, ok. Et automatiquement, dans le script, on lui a dit, bah écoute, en gros, m'enregistrer ça dans un fichier qui s'appelle PriveKey, ok. Donc ça, c'était une des méthodes. Il y a d'autres méthodes. On peut utiliser la bibliothèque Xerex pour générer en fait la liste de prime 1 et très simplement et après dériver également la clé à partir de là. Ok. Donc là maintenant on a notre private key. Qu'est-ce qu'il va falloir qu'on fasse? Eh ben on peut maintenant déchiffrer nos fruits. On a vu c'est quoi le fruit? Eh ben, on a la publique, maintenant, on a aussi la privée. Donc, à partir de la clé publique, la clé privée, en théorie, il n'y a plus rien qui devrait m'empêcher de décrypter quoi? Bah, d'abord, hein, un texte, on a chiffré, où j'utilise OpenSSL à partir de ma clé privée que je viens de générer en affaiblissant le RSA. Et à partir de là, je vais pouvoir lire ce qu'il y a dans mot de passe gpg.txt. Vu qu'il y a eu un vim, il a écrit quelque chose. Et là, je pense qu'il y a un mot de passe. Et avec ce mot de passe, je vais pouvoir quoi? Enfin, déchiffrer l'image. Ok? C'est un fichier PNG, deuxième image contenue dans les archives. Et il y a un LSB. Donc, à mon avis, il va falloir, pareil, via une technique de stéganographie, qu'on trouve qu'est-ce qui est caché dans la deuxième image. Ok? Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Là, il faut qu'on fasse ces opérations. Donc, je vais lui dire quoi? Bah, on va utiliser OpenSSL en fait. On va lui donner tout ça et on va lui demander tout simplement de faire un decrypt. Ok? Je vais lui dire SSL. Ok. On lui dit bah c'est du RSA. Ok? OTL. Je veux que tu le décryptes. Ok? En entrée, bah, je lui mets quoi? Bah le mot de passe. Le mot de passe quoi? Celui qui est chiffré, pas le TXT, sinon ça va pas marcher. Ok? L'encrypted. En out, en sortie, je lui dis quoi? Bah écoute, Coco, il faut que tu me le déchiffres. Donc là, cette fois-ci, je veux quoi? Mot de passe .txt, tout court. Ok? Et en clé d'entrée, Inky, je lui mets quoi? Bah ma fameuse drive key. Ok? Donc là, il me génère une erreur, mais c'est pas grave. Ok? 4. Donc maintenant, on peut lire mot de passe et on a notre clé. Et on voit bien qu'on a une nouvelle clé des GSE qui est présente là-dedans. Donc cette clé, qu'est-ce qu'on peut en faire? Eh ben, on va pouvoir naturellement déchiffrer notre image, la copier, et là, bah, faut que j'utilise GPG et que je lui dise, écoute, this phrase, même pas si j'ai besoin de le préciser, je l'ai enregistré dans le presse-papier, on va le faire comme ça. Donc en entrée, je veux quoi? Bah, je veux mon fichier lsb.png.enc et en sortie, il faut un output. Bah, je veux le même, sauf que en normal, ça serait cool, quoi. Ok. Ouais, GPP. GPP! Apprends à taper au clavier. Et tu veux un decrypt? Ouais, peut-être. C'est cool, non? Decrypt. Ok. Sauf que là, t'as pas compris que c'était un decrypt. Ok, d'accord. Décidé de m'emmerder. Ah, qu'est-ce que j'avais fait? GPG, il est taquin. Des fois, il peut facilement t'emmerder, on va dire.
et coller. Pas de key session, comment c'est possible ça? Donc, output, decode, passphrase file. Oui, ok. Donc là, on a quoi? On a Geo, Open, et on veut notre nouveau. Ok, nouvelle photo de Richelieu, plus jeune. Et on a le fichier qui s'appelle du LSB. Ok, ils sont gentils, ils nous aident, ils nous aident, ils nous aident. Et là, qu'est-ce qu'on a? Eh ben, on a quelque chose qui est caché. Donc, je vous ai présenté maintes et maintes fois StegHide. On va se servir de StegHide puisque là, on a une technique du least significant bit. Ok? On va essayer de repérer des patterns en fait qui sont inscrits dans cette image, qui sont totalement invisibles à l'œil nu. Et vous vous rappelez, il y a StegHide, il y a aussi ZSteg. Avec ZSteg, on peut aller récupérer des informations. Donc ça, c'est le premier truc qu'on va faire, je pense. Donc, donc parfait pour le PNG, pour faire du forensique sur du PNG en Steg. Ah, voilà. On va lui demander de tester toutes les méthodes sur quoi? Bah sur notre fichier. Hmm, ok. Donc, on voit des détails sur le fichier, certaines informations au niveau de son encodage, Huawei Interleaf, GP Secret Subkey, et donc il y a un décalage. Il y a un décalage au niveau des list bits. On a LSB, XY, ok. Ramic Crap qui va nous donner, on va dire V1 RGB, c'est codé en RGB, hein, donc Red, Green, Blue, ok. On veut du LSB aussi et du XY au niveau, bah ouais, axis, accès ordonné, pardon. Abscisse et ordonné, je crois que c'est bon. Ouais. Ok, donc il y a un décalage. Il faut qu'on mette ça dans un fichier en fait hein, et qu'on regarde en fait. On va faire un dup hexadécimal et, euh, et voir un petit peu qu'est-ce que cache l'image en fait, hein, qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Mais en effet, il y a eu des modifications au niveau du LSB. Ok? Donc cette technique qui permet de modifier l'octet de poids faible en fait, hein, le byte de poids faible. Pourquoi? Parce que bah, c'est celui qui va le moins se voir. Et comme la valeur est plus faible, bah, vous savez que en gros une photo, il y a 256 possibilités. On va faire un de 0 à 255 et faire varier, bah, c'est faire varier la couleur d'un des pixels.
ok? Et on va modifier naturellement celles qui ont le poids faible. Pourquoi? Parce que sinon, si je reviens à ma photo, merde, si je reviens à ma photo et que je fais varier, vous vous en doutez, bah, du noir en vert, ça va se voir, ok? Si j'essaye d'inscrire, j'ai tout intérêt à utiliser là où il y a peu de variations, ok? Peu de variations et choisir mon codage où c'est que je vais pouvoir dissimuler pour que ça ne se voie pas à l'œil nu. On est d'accord. Et le but, c'est que ça se voie pas à l'œil nu, qu'on sache même pas. Donc c'est pour ça qu'on prend pas des poids lourds, on prend des poids faibles, puisque la variation au niveau de la taille, eh ben, c'est également une variation au niveau de la colorimétrie. Donc ça sera beaucoup plus discret. Ok? Donc l'information peut être encodée bah, n'importe où. Pas, à l'œil nu, vous pourrez pas le voir, mais on voit des artefacts. Alors, hein, est-ce que c'est des traits de crayon? Est-ce que ce sont des artefacts qui permettent le codage de l'autre information? C'est ce on va tenter de déterminer. Il veut pas quitter, m'emmerde, vas-y, casse-toi, s'il te plaît, c'est pas gentil. Transparent, sinon. Ok, essayez de nous emmerder. Donc, si je reviens là-dessus, il va falloir maintenant donc qu'on trouve bah, la solution pour faire ça. Donc, comment je peux faire ça? Je vais pouvoir essayer de trouver, je vous ai dit, les variations. Et on va pouvoir éventuellement utiliser un script Python et vérifier chaque pixel. Ok? On va faire une sorte de grille, si vous voulez. Et cette grille, ça va me permettre quoi? Ça va me permettre bah, tout simplement de découvrir quel pixel, hein, au niveau des approximations, a une légère variation au niveau de ses bits, hein, comme valeur. Et s'il y a une légère variation, bah, je peux me dire que éventuellement la colorimétrie a été modifiée et il y a bien un message qui est codé, ok? Et on concatène tout ça, hein, parce que le list significant bit, on a dit que c'était encodé en RGB. Donc on a trois composantes, on a R, le rouge, le red, on a G et le B, blue, et le G c'est le green, ok? Donc on peut faire un petit script et essayer de découvrir ça, ou on peut passer directement via le Hex Editor. Alors, si vous êtes des malades, il y a moyen de coder un script Python qui va venir, comme je vous disais, vérifier tous les pixels de l'image. Mais si on est fainéant, on sait que ZStack peut le faire. Il le fait pour nous, en fait, hein. Donc là, je vais juste lui dire, écoute, moi j'ai repéré quand le B1, le RGB, le list significant bit, et au niveau des abscisses et des ordonnées, il y a visiblement des modifications qui ont été faites. Est-ce que tu peux pas m'extraire ça et me le mettre éventuellement dans un fichier? Comme ça me fera gagner beaucoup de temps. Ok? Donc là, j'avais fait ça. On va lui dire pareil, même commande, pardon. Euh, mais là, c'est pas le A. Je, je me rappelle plus de l'argument. Je crois que c'est E. Ouais, c'est ça. Extract, specify, payload. Voilà. Et c'est ce qu'ils vous disent. Regardez. Extraire des charges utiles spécifiques et les nommer comme un B, RGB, LSB. Bah, c'est exactement ce qu'on va faire, sauf que nous, il nous en faut un autre. C'est aussi le XY. J'ai pas le droit à l'écrire là-dedans. Il est en train de me gonfler. Ok. On va l'éditer, hein, et on va voir si on n'a pas des informations qui serviraient à rien, puisque bah il faut qu'on
qu'on convertisse le dump exa et qu'on puisse avoir quoi? Bah finalement un binaire, ok, un binaire statique qui nous permettrait de comprendre qu'est-ce qui est caché dans cette deuxième image. Donc là, ça a l'air propre, tout est chiffré. Donc, si on fait un head pour le convertir, et on voit qu'il y a un paquet d'informations, mais il est tronqué. Donc faut qu'on fasse une opération là-dessus. Donc si je le passe sur X, bon, donc on voit qu'on a des informations qui sont codées. Alors, est-ce que je peux pas utiliser XDD en partant que partant du principe que c'est un fichier, il doit y avoir une extension. On est d'accord. Pas forcément une extension qu'on va trouver. Je vois pas l'amorce en fait. Donc si on utilise XDD pour convertir notre texte, on sait que c'est un binaire. Je vais lui demander mon exfil TXT. Je vais lui dire, bah écoute, tu vas me le convertir en fait en exfil. Et maintenant, si on fait un MD5 sum, ok, on regarde le résultat en fait sur mon exfil et exfil text. Ok, donc on voit bien qu'on a extrait un binaire statique format ELF qui a été empaqueté. Ok, donc soit on a une norme, un utilitaire qui permet de faire via UPX, soit on a un node piker qui s'appelle ALD. Ok, donc après c'est la partie
Reverse engineering. Là, honnêtement, il va falloir que je creuse. Pour l'instant, il me manque des choses. Je me vois mal vous l'expliquer vu que moi-même, je suis en train de galérer comme un chien. Mais grosso modo, il va falloir qu'on s'attaque au code assembleur et il va falloir trouver ce qu'on appelle des breakpoints. Ok? Au niveau des instructions, eh ben, il va falloir définir des points d'arrêt et ces points d'arrêt vont nous permettre de contourner. Ok? Il y a forcément des vérifications qui sont faites au niveau du code source et des instructions. Eh ben, il va falloir qu'on annule certaines instructions au niveau de l'assembleur pour pouvoir ensuite faire ce qu'on veut. Ok? En tout cas, lire les données, soit éventuellement après faire un heap, un stack, un buffer overflow. Et comme j'ai galéré un peu, j'ai regardé les quelques solutions qu'il y a sur Internet et en effet, l'exercice est hardcore. Donc si je le fais, à mon avis, c'est dans 2 ans, quand je suis calé, hein, franchement. Non, c'est extrêmement dur et il y a mais je croyais qu'on avait fini bientôt, mais non en fait. Après, il y a toute la partie, mais c'est assez dingue. Analyse statistique, dynamique, opération inversée. Il va falloir faire une privesc via un hijack au niveau du pass. Exploitation, il va falloir pawner, faire une attaque via le rope, c'est une des instructions. Voir comment il fonctionne, faire de l'exploitation, comprendre au niveau du login et du password comment faire un stack base overflow, ok. Ensuite, faire une privesc. Ensuite, continuer par un heap base et terminer par une charge utile qui va nous permettre de lire l'image finale en fait. Parce qu'en fait, c'est une image. Tout ça pour arriver sur une dernière image. Ok? Et donc là, c'est vraiment du très très bas niveau et c'est hardcore. Ok? Donc voilà, je vous ai montré déjà un tiers de l'exercice, ce que je comprends, ce que je maîtrise à peu près. Pour le reste, bah ça viendra. Dès que je serai prêt, je vous ferai la suite. Je sais pas quoi. Voilà, j'espère que en tout cas ça vous a plu. Et puis bah voilà, je vous dis à très bientôt pour un autre CTF. Prenez soin de vous. Ciao ciao.